Oui, je vais parler de la migration JSON. En fait, JSON, c'est un format vraiment populaire. Je ne sais pas si quelqu'un qui ne connaît pas JSON ici, développeur qui ne connaît pas JSON en 2017, ça n'existe plus. Donc, je vais parler du problème de migration. Donc, c'est un format populaire, donc JavaScript, les échanges entre le web et le browser. Et c'est le format qui sont stockés dans MongoDB, Elasticsearch. Même les librairies de dizaines de Scala, il y a une dizaine. Et tous les langages ont plusieurs librairies pour travailler avec JSON. Alors, c'est quoi le besoin? Donc, c'est un exemple simple. Bah, on crée un modèle avec deux champs, X, Y, qui sont des strings. Dans Play, en fait, c'est un exemple sur Scala Play. On veut travailler avec ce JSON, on veut convertir en JSON et lire ce JSON pour convertir en modèle. Donc on crée un format de modèle. En fait, le format c'est à la fois un reader et writer. Donc le JSON, c'est un exemple de JSON, donc deux champs X, Y, Toto et Tata. Jusque-là, tout se passe bien. Donc, les JSON, c'est en production. Voilà, on stocke les JSON en production. Quand on stocke en production, et ben on a aussi les fixtures pour les tests. Donc, il y a des systèmes qui lient les JSON pour faire des tests. Donc, ils sont persistés. Voilà le problème. Un jour, les business analysts proposent de faire évoluer en fait, le modèle JSON. Et ben, ils me proposent de rajouter un nouveau champ Z qui est int. Bah, il n'y a rien à faire parce que dans les formats Scala Play, en fait, c'est des macros. Donc, une fois compilé, hop, tout est compatible. Il peut lire les nouveaux formats et écrire le nouveau format. Mais, voilà. Mais les tests ne passent plus parce que bah, il lit le JSON. Bah, il dit il faut un nouveau champ Z qui a int. Et bah, il n'y a plus, il n'y a pas. Donc, des erreurs, que des erreurs. Et quand on a ce problème-là, moi je commence à chercher sur l'internet sur les migrations JSON et il y a très peu qui parlent de ce problématique. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que tout le monde a déjà des solutions et personne ne partage, je ne sais pas. Mais bon, au bout d'un moment, je dis bah, il faut développer soi-même une idée, quoi, une solution. Bah, on arrive à une première tentative. On se dit en fait la migration c'est un peu lourd. Peut-être on peut lire à la volée. On lit un JSON et puis on met un jour à la volée et il n'y a rien à faire. Il n'y a pas de migration à faire. Ça peut être une bonne idée. Du coup, ce qu'on va essayer de faire, donc, c'est de déjà découper en fait le format au lieu d'utiliser en fait les macros qui le fait automatiquement. Là, on va écrire manuellement les readers et les writers, les writers de modèles. Donc, on a deux readers et writers pour la première version, pour la version originale. Et maintenant, en fait, on fait évoluer en fait, les readers parce que les writers, on n'a pas besoin de mettre à jour le writer parce que voilà, le writer fait toujours persister les JSON dans les derniers formats, dans les dernières versions de JSON. Donc le problème, c'est de lire les anciens JSON qui sont des readers. Et là, je crée en fait le deuxième reader de modèle qui a le champ Z en plus. Et on a toujours la version V0 qui contient que 200. Et bien, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que la version V0, en fait, dans le modèle maintenant, il y a 3 champs. Tandis que le reader V0, il n'y a que 2 champs, donc ça ne combine même pas. Et du coup, la solution, c'est il faut rajouter en fait une valeur par défaut. Et que je mets ici, c'est un reader par défaut. Donc je lis. Ça veut dire que quoi qu'il arrive, eh ben, je mets la valeur 0 dans ce champ. Et finalement, on arrive à ce résultat. Donc, on a un reader implicite parce qu'on ne peut qu'avoir un seul implicite de même type. Donc, seulement la dernière version qui est en implicite.
Et on rajoute ici le or else. Donc qu'est-ce qu'il fait? Donc ça veut dire que lui, il va lire un JSON. Si il y a 3 champs if, y, z, et ben c'est bon, ça marche. Voilà, on a le modèle. Et s'il n'arrive pas, ça veut dire qu'il y a des exceptions. Alors, je vais lire avec le reader V0, qui lui-même, en fait, met une valeur par défaut 0 pour construire le modèle. Et si on supprime un champ X, bah, tout simplement, il faut mettre à jour les deux readers. Mais dans ce cas, en fait, il n'y a pas de migration. Ça veut dire que le JSON qu'on lit contient toujours le champ X. C'est juste qu'on ne lit pas dans le modèle. Quels sont les problèmes avec cette approche? En fait, on doit modifier en fait tous les readers si on rajoute un champ. Comme je viens de dire, en fait, c'est que, par exemple ici, si on supprime un champ, on doit modifier tous les readers. Et si on a une dizaine de readers ou une dizaine de versions, et ben, il faut modifier tout le code pour le nouveau format. C'est pas très pratique. Et surtout, maintenant, quand on sépare en fait le reader et le writer depuis le format, on peut avoir des problèmes de mismatch entre ces fonctions. Et du coup, il faut rajouter beaucoup de tests juste pour vérifier que le write et le read, on dit de bijection. Ça veut dire que écrire et puis lire donne le même résultat. Donc beaucoup de tests en plus. Et surtout, ça ne fonctionne pas. Ça fonctionne seulement quand on ajoute et supprimer un champ. Mais là, si on déplace une branche d'un même JSON à une autre branche, ça ne fonctionne pas avec cette méthode. Si on renomme un champ, ça ne fonctionne pas. Ou on a aussi un problème, par exemple, on doit modifier une valeur comme multiplier par 100 d'un millimètre pour 100 millimètres en centimètres, par exemple. Ça ne fonctionne pas avec cette méthode. Du coup, j'ai dû utiliser la méthode classique qui est vraiment de migrer tous les JSON pour arriver aux dernières versions des JSON. Donc, j'ai essayé de construire en fait un système qui est un peu similaire au système de migration base de données SQL, qui consiste à appliquer en fait les scripts de migration pour arriver aux dernières versions. Donc, il y a chaque modification, c'est un script, et un script numéro n, c'est une transformation de n-1 vers n. Ah non, plutôt n vers n plus 1. Désolé. Le problème, c'est que est-ce qu'on va travailler en pur fonctionnel? En fait, moi, je suis fan de la programmation fonctionnelle, mais pour certaines tâches, c'est vraiment beaucoup plus compliqué que la version impérative. Par exemple, quand je modifie en fait un champ nesté dans un autre objet, en impératif, c'est très simple, c'est très compréhensible, mais en fonctionnel, donc il faut faire plein de copies, etc. Après, il faut, bien sûr, on peut utiliser les librairies comme les librairies pour faire du lens, mais là, c'est beaucoup de choses à apprendre en plus juste pour faire le changement d'état. Et là, c'est un exemple en fait sur Play, équivalent sur Scala Play, pour pouvoir remplacer un champ par un objet. Donc ici, c'est une copie en fait d'un champ vers un autre champ dans un objet. Donc là, c'est la version impérative. Tout le monde peut comprendre facilement. Mais pour utiliser cette version de Play, il faut comprendre beaucoup de notions. C'est quoi un JSON path? C'est quoi point JSON? Quel est le type de chaque opération? Point pop, voilà. Il y a beaucoup de choses à apprendre. Et le problème, c'est que moi, je travaille dans une équipe où il y a une équipe analytique qui fait des codes de calcul. Avec des arrays, ce sont des matheurs qui écrivent le code Scala, donc ils s'en foutent un peu ce que c'est les monades, etc. Donc ils ne sont pas très fonctionnels.
Mais par contre, c'est eux qui écrivent les changements modernes. C'est eux qui ont besoin d'écrire ce code-là. Donc il faut imaginer quelque chose pour qu'ils puissent écrire eux-mêmes. Du coup, et surtout, j'ai essayé de voir comment je fais en fonctionnel sur la récursivité. Ça veut dire que maintenant, j'ai dit, je veux changer tous les champs, tous les objets qui ont le champ totaux, et je change la valeur à 0, par exemple. Et par exemple, dans tous ces objets-là, par exemple, il est dans le champ X. Ici, cet objet qui m'intéresse, il est dans un array. Et ici, voilà, ils sont nestés, ils peuvent être n'importe où. Et c'est plutôt difficile de le faire en plus fonctionnel. Donc, j'ai fait des recherches et je vois que le zipper peut le faire, mais c'est tellement complexe que voilà, même moi j'ai du mal. Les gars qui font analytique, forcément, ils ne vont pas pouvoir utiliser. Donc, du coup, la mutabilité, donc classique. Donc, ça veut dire que maintenant, je vais créer une nouvelle classe, nouvelle trait, qui est que j'appelle JSON Value Wrapper. En fait, la différence par rapport au JS Value de Play, c'est que dans les JS Object Wrapper et JS Array Wrapper utilisent les versions mutables. Ça veut dire qu'on peut changer à l'intérieur. Tandis que dans les autres JS Value Wrapper, en fait, c'est pareil. C'est un peu comme les JS Value. Voilà. Donc, j'ai créé un nouveau système. Et bien sûr, pour le faire, il faut convertir entre les versions JS Value et JS Value Wrapper. Donc là, c'est la fonction de création pour pouvoir transformer un JS Value vers un JS Value Wrapper. Et on voit bien que derrière, il y a des récursivités. Voilà. La fonction create appelle lui-même des fonctions create et aussi JS Array. Donc je transforme en version mutable. Et à l'inverse, bien sûr. Je crée un JS Value à partir de JS Value Wrapper. Et il faut écrire le migration, le script de migration. Et en fait, c'est une fonction. Chaque script, il faut écrire une fonction migrate qui fait un effet de bord sur JS Value Wrapper. Et maintenant, il faut pouvoir combiner les scripts en fait. Ça veut dire que maintenant on a une dizaine de scripts, comment il faut combiner pour pouvoir avoir un script global qui transforme seulement une seule fois. Et du coup, on pense au monoïde. Le monoïde, ce qui définit, il faut définir une valeur 0. La valeur 0, c'est une valeur neutre. Donc c'est normal que derrière, il ne fait rien. Voilà. Il fait un unit. Il ne modifie pas en fait l'entrée qui est le JS Value Wrapper. Et comment définir en fait la fonction de combinaison de deux éléments? Tout simplement, je vais appliquer pour le input, je vais appliquer à la fois F1 et puis F2. Bon. L'ordre est important dans ce cas-là. Et puis les helpers, pour que les gens n'ont pas besoin en fait de convertir dans les types. Par exemple, ils n'ont pas besoin de faire des as instance of partout. Donc il y a des helpers pour pouvoir transformer directement les valeurs, etc. Mais bien sûr, le coût de ça, c'est que ce n'est plus safe. Ça veut dire qu'il peut péter les exceptions à tout moment. Donc ça veut dire qu'il faut gérer les exceptions à l'extérieur. Donc c'est un exemple d'utilisation. Donc on a 3 migrations. Et c'est tout simple. Voilà, pour le premier champ, je dis que c'est un JS Object et je supprime le champ field. Voilà. Deuxième migration, je rajoute un nouveau champ. Le champ field, c'est un JS Object et je mets à jour le champ field 12 avec cette valeur myNewField. Ici, il y a des conversions implicites de JS string, enfin de string vers JS Value Wrapper. Et la troisième migration qui est en fait la récursivité, ça veut dire que je change tous les champs qui contiennent un champ qui s'appelle sField
et je remplace par voilà, j'ai trois en fait migrations et je dois combiner ces trois migrations pour, pour former une migration globale. Donc voilà, comme j'ai défini en fait le monoïde de migration, là je peux utiliser par exemple la fonction SumLeft qui est un phone left, qui cherche automatiquement en fait les éléments 0 et la combinaison, la fonction de combinaison. Et comment utiliser ce script global? Il suffit de transformer le JSON en version mutable. Ah, voilà, X est en version mutable. Transformer le JSON en version mutable et retourner, créer le JSON à partir de ce JSON déjà transformé. Et comment on va intégrer tout ça dans le système de déploiement? Bah, c'est tout simple. Enfin, ça, il y a beaucoup de moyens de le faire. Donc ça, c'est un exemple qu'on a réalisé. C'est que on stocke en fait en base de données quelque chose qui écrit la version courante de tous les visions. Ensuite, quand on fait la migration, on cherche la dernière version dans les scripts. On va chercher en fait tous les scripts entre la version de la base de données et la dernière version de la script. On va les combiner et puis on va parcourir tous les JSON pour faire la migration. Et à la fin, il faut quand même tester si on peut lire avec le dernier reader pour savoir si les JSON sont valides. Et ça, c'est un exemple de code en production, enfin, qu'on utilise. Et surtout avec cet exemple, en fait, si deux personnes écrit en fait en même temps les migrations, c'est pas grave, il doit résoudre les problèmes quand il fait les merge requests, donc il faut résoudre les problèmes de l'ordre. Et comment on va intégrer dans le système de test? C'est que en fait, là où je travaille, en fait, quand il y a un problème en production, j'ai un script qui va lire en fait le JSON depuis la base de production, mettre à jour ce fichier dans la base de test, enfin dans le système de fichiers de test, et après faire des tests. Mais là, comme il faut avoir la version aussi, donc il faut mettre dans un champ caché, par exemple le champ version, pour savoir en fait la version courante de ce JSON, et sauvegarder ce fichier. Et une fois quand on lance le test, on doit lire le champ version, et on applique en fait dynamiquement en fait toutes les transformations jusqu'à la dernière version. Et on utilise le writer pour lancer on lit avec le reader par exemple. Ça c'est un reader plutôt. Et on lance le test. Donc avantage, c'est que c'est plutôt simple, c'est que les personnes qui font l'analytique, en fait, ils sont contents, ils écrivent eux-mêmes les scripts de migration, donc ça marche. Et surtout, on a des migrations très très longues donc voilà, le système prouve que voilà, ça marche. Et surtout, avec ce système, on a les formats, on peut utiliser les formats, il n'y a plus de problème de mismatch entre les readers et les writers. Bien sûr, le désavantage, c'est qu'il faut migrer en fait toute la base, tous les JSON de la base. La dernière fois, ce que j'ai vérifié, ça prend 2 heures pour pouvoir migrer. Et surtout, c'est pas simple, donc il faut gérer les exceptions. Voilà, j'ai le projet complet. Après, il y a peut-être plusieurs façons de faire. Je pense que peut-être entre vous a déjà travaillé dans ce problème-là et peut-être vous avez d'autres idées. Voilà. Donc vous avez des questions? Question, la migration prend 2 heures et pendant ces 2 heures, il y a les utilisateurs qui continuent à... Ce qu'on fait en ce moment, c'est qu'on a déjà isolé, en fait, on doit faire une copie de la base production et on lance le script de migration. Une fois fini, hop, on switch entre-temps. Mais ça veut dire, ça veut dire que pour le faire, il faut le faire quand l'utilisateur n'est pas là, enfin, pour que ce soit safe. Oui, la nuit.
Est-ce que vous avez un schéma pour vos données ou c'est vraiment un truc sans schéma Nous, en fait, c'est dans le domaine de la finance, donc c'est un gros fichier JSON. Ça veut dire que notre JSON est très complexe. Par exemple, un JSON qui contient derrière une centaine de classes avec des héritages un peu partout, donc c'est vraiment complexe. Parce que, il me semble que Avro permet de gérer justement des avancées, des montées de version et la rétrocompatibilité. Avro, tu peux générer du binaire, mais tu peux aussi générer du GNU. Peut-être que ça vaudrait le coup de regarder ça. Mais pour pouvoir utiliser Avro, il faut définir un schéma. Donc, si ton schéma il fait. Oui, c'est un gros schéma en fait. Ça peut avoir. Enfin, ce sera mutation et tout pareil. On utilise Avro pour les échanges de données dans Kafka, mais on n'a pas encore pensé à utiliser ça vraiment pour les modèles de stockage. Ouais, déjà une remarque, on se rend compte que ce qui m'alaise ça n'existe pas vraiment en fait. On a toujours un schéma quelque part, si c'est dans le code ou ailleurs, mais bon. Et qu'on est obligé de le respecter. Mais sinon, donc peut-être la solution aussi serait peut-être de passer vers une solution où il y a un vrai schéma, genre Avro ou d'autres formats de sérialisation. Pas forcément pour stocker en JSON ni rien. Mais la question c'est comment vous faites pour tester vos scripts, etc. Parce qu'on va faire un script de migration, il ne va pas être bon, on va le refaire, on va corriger un truc, puis finalement on ne veut pas faire ça, on change. Et du coup, l'environnement de test, il y a X scripts qui sont passés dans le désordre, qui après ont été enlevés. Et on a un environnement de test complètement... En fait, comme je vous ai dit, en fait, on a le système de téléchargement de tous les JSON en production pour faire les tests, de mettre à jour dans les features. Et souvent, ces fichiers-là, ils sont à la version 0. Ils sont toujours en version 0, ils ne sont pas migrés. Et du coup, en fait, tous les nouveaux scripts de migration, ils doivent ramener tous ces tests de 0 jusqu'à la dernière version. Et du coup, souvent, on a déjà quelques fichiers en production en test qui nous assurent que le script marche bien. Et après, dans les vraies vies, il faut tester, il faut faire une copie de la base de production avant, et pour tester les scripts de migration avant de vraiment lancer le système. Oui. J'ai l'impression que dans Circe, c'était plus simple d'enlever un champ sur du JSON, un JSON object, et tu peux enlever des champs. Oui, c'est vrai dans tous les cas, mais... Oui, le fait de supprimer un champ, c'est le plus simple. Mais le problème, c'est que est-ce qu'on va supprimer le champ vraiment ou on prétend de ne pas lire le champ? Parce que si on supprime le champ vraiment, le JSON est plus propre. Même update, au lieu de faire des copies sur tes classes, un JSON object, et tu fais une modification dessus. Je me demande si ça c'est pas plus simple. C'est pas plus simple de... Bah, je me demande si ça ne revient pas un peu à faire dans la plupart des cas ce que tu as fait dans ton rapport. Oui. En fait, pour supprimer, c'est simplement supprimer la clé depuis la map mutable. Et normalement, c'est même pas obligé parce que, mais le but c'est de cleaner en fait les JSON. Il ne faut pas avoir des champs en plus qui ne servent à rien. Comme ça, on est sûr, quoi. C'est juste que le modèle interne de Circe, le JSON Object de Circe, il a une API qui, alors derrière, ça doit utiliser des case classes et des copies, mais l'API exposée, elle a une tête d'API mutable en fait. Alors que dans Circe. Alors que dans PlayJSON, peut-être le problème c'est qu'il n'y a pas cette API mutable. Tu auras toujours le problème de je veux modifier tous les champs totaux, quel que soit le chemin. Oui, le Asfield par exemple, l'équivalent de Asfield, là il y a pas de solution. Mais si quelqu'un arrive de la version récursive avec Zipper, je veux bien voir. Oui, j'ai deux croisés. Oui, d'accord. Après, voilà, est-ce que c'est plus fonctionnel? Est-ce que c'est mieux de convertir dynamiquement les JSON depuis la base de données ou pour éviter de faire des migrations? Ça, c'est une question ouverte. Mais personnellement, je préfère qu'il y ait une seule version et on contrôle tous les JSON
les versions de Vision. Quand on enchaîne une migration, on peut se retrouver à avoir... en fait, on n'est pas trop conscient du schéma sur lequel on va faire nos modifications. Est-ce que des choses comme, je pense à HFS, avec quelque chose de tagué et de typé, où on se retrouverait avec à chaque fonction de migration, un type de la migration qui sort de la migration précédente, et ce que tu ressors en migration finale. Et en fait, tu pourrais composer tes migrations en étant sûr en fait, que tous les champs que tu attends dans ta migration, elles sont fournies par la migration précédente. À mon avis, ça complexifie un peu. Oui, c'est compliqué. Mais par contre, dans les migrations de Vision, il ne faut jamais utiliser des K-classes. Il faut, dans tous les scripts de migration, il ne faut pas trouver les K-classes dedans. Parce que les K-classes peuvent évoluer. Donc du coup, dans les scripts, c'est que des JSON purs. Voilà, c'est un champ, alors je dis que c'est un string, alors je remplace la valeur ici. Donc, mais le HFS peut t'aider avec ça, avec les hashlists, au final tu détaches en fait. Je comprends le problème, c'est que du coup, si ta case class elle évolue, tu es obligé de migrer tes migrations. Peut-être qu'avec quelque chose qui détache ton type n'est plus nommé, et donc du coup tu peux rester sur un type qui était à la version X et évoluer vers un... Voilà, D'accord. je ne connais pas encore bien Chapless, donc peut-être c'est une idée. Mais... Est-ce que le volume de la base de données augmente ou pas? Ça va augmenter, oui, ça augmente, mais en fait, parce que quand je dis 20 gigas, mais en fait, il y a beaucoup de données dupliquées dans notre base, donc c'est aussi le problème de maintenance, plus que maintenance que le volume. Donc du coup, le temps de migration va aussi augmenter régulièrement? Oui, déjà 20 gigas dans MySQL, c'est déjà beaucoup, quoi. Mais oui. Je me demandais pour les rollbacks par contre. Ah oui. Ah, c'est bien. En fait, oui, c'est bien d'avoir rollback parce que la plupart des scripts SQL, on a aussi la version rollback. Mais j'ai pas fait parce que ça complexifie et surtout je sais que chaque migration on peut contrôler avec les tests, ça veut dire qu'on peut tester déjà en production si ça marche. Donc normalement on peut créer 2 scripts en fait pour chaque migration, on doit créer 2 scripts pour pouvoir avancer et faire un rollback. Oui. Ça c'est possible avec ce système. Merci. Merci.